Bonjour mes petites loutres, comment elles vont? Paix, amour, paix, non j'ai déjà dit, santé, bonheur, tout ce qui s'ensuit. On m'a dit que la dernière vidéo elle était un peu compliquée, donc là on va faire un truc un peu plus chillax. Bon, pour ceux qui me connaissent ou pour ceux qui ont vu la première vidéo, la deuxième, vous saurez que la colonisation et ses suites c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc on va prendre un exemple qui va résumer pas mal de petits points en fait intéressants sur la colonisation et ses suites. Le Brésil, parce qu'il y a eu une période de colonisation, il y a eu une période post-coloniale et une période qu'on va appeler de colonialisme environnemental, qu'on verra sur plusieurs points de vidéo. Bon, ah oui, alors à l'origine, j'avais filmé cette vidéo là où commence le Brésil, entre guillemets, à Bahia, à Porto Seguro, enfin pas loin. Sauf que, je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai réussi à ne pas avoir d'audio dans ma vidéo. Du coup, je suis dégoûté. Voilà. Et si j'ai mis autant de temps pour faire plus de vidéos aussi, c'est parce que j'avais réussi à laisser mon microphone allumé, donc j'avais plus de batterie, et l'autre microphone, je l'ai donné à des peuples indigènes. Alors, l'histoire du Brésil, elle n'a pas commencé avec un fil qui trempe dans l'eau. L'histoire du Brésil, elle n'a pas commencé avec l'arrivée des colons. Ça vous en doutez parce que tout le monde connaît les histoires d'extermination, de tout ça. Il faut bien se rendre compte aussi que c'est une histoire qui date aussi depuis plus longtemps que les simples indigènes, entre guillemets. Parce que on suppose que pendant une ère glaciaire, les populations humaines sont arrivées de l'Asie jusqu'en Amérique parce que la mer avait gelé et qu'ils sont passés par-dessus. Mais ça remonte à loin, date. Faut noter quand même que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur quelle est la période. En gros, il y a trois versions des faits. Il y a la version arrivée nouvelle avec le gel, arrivée moyennement vieille avec le gel, et arrivée encore plus avant, mais on ne sait pas trop comment. Ça, c'est les trois théories qui existent. Mais pour revenir sur un sujet qui va nous intéresser un petit peu plus, le territoire qui est actuellement appelé le Brésil était déjà occupé avant l'arrivée des colons portugais, bien évidemment par les indigènes. Toutes ces communautés indigènes avaient des modes de vie et de fonctionnement et des cultures très diverses et variées, comme je vous l'ai dit dans la deuxième vidéo. Encore à l'heure actuelle, c'est plus de 300 communautés avec des langues différentes, des traditions différentes, etc. etc. Et il faut noter aussi, pour casser un peu avec la vision un peu des « ah là là, c'est des sauvages et tout », certaines communautés, la plupart même en fait, avaient des structures sociales assez complexes et assez développées. On comptait des centaines d'ethnies, avec parmi les plus connus les Chavanches, les Tupiniquins, les Kayapó, les Tupinambá, enfin, il y en a plein qui sont connus. Donc, ces communautés étaient souvent très étroitement reliées à la nature pour plusieurs raisons. D'abord, premièrement, parce qu'ils dépendaient de la nature pour leur survivance, ils dépendaient des ressources naturelles, même si j'ai horreur de dire le mot ressources. Mais la plupart de ces communautés, bon, on va pas faire des généralités. Certaines communautés chassaient, certaines chassaient-cueillaient, certaines communautés chassaient-cueillaient faisaient de l'agriculture, certaines communautés faisaient chasse, agriculture, bref. Le rapport à la nature était une question de souveraineté alimentaire en fait. Deuxième raison, certaines de ces sociétés étaient des sociétés qu'on appelle totémisme. Mais qu'est-ce que c'est une société totémisme, mon bon Jamy? Eh bien c'est simple, En gros, selon Philippe Descola, il y a plusieurs styles de rapport à la nature, 4, c'est pour ça que je fais ce mouvement depuis tout à l'heure. Le rapport à la nature totémiste, c'est le rapport qui consiste à donner à des corps différents une même intériorité. Pour faire simple, on va donner par exemple à un fleuve, à une forêt, outre une nature divine, on va aussi lui donner potentiellement un rapport familial, style le fleuve c'est ma mère. D'ailleurs je me demande, si, il y a des sociétés qui considèrent la mer comme leur mère. Du coup ça fait nique ta mère la mer. Bon là on s'éloigne parce que c'est pas du tout, du moins je n'en connais pas au Brésil. Bref, certaines de ces communautés autochtones comme les Tupinambá et les Guarani
vivaient dans des villages fortifiés pour pouvoir se défendre des agressions des autres communautés. Donc bien sûr, il y avait des écarts de développement entre les communautés. Par exemple, certaines communautés du Mato Grosso avaient des instruments, des maisons, des trucs, pendant que d'autres, ils se baladaient, puis à un moment quand ils étaient fatigués, hop, ils marchaient en cercle autour d'un bosquet, et hop, ça faisait un endroit et ils dormaient. Ces communautés, ces structures continuent d'exister. La plupart commencent à être un petit peu altérées à cause du contact avec, on va appeler ça le monde occidental. Mais il existe encore quelques populations indigènes en Amazonie qui n'ont eu aucun contact, mais vraiment c'est pas beaucoup. Petit message à faire passer quand même, ça serait bien d'arrêter la vision un peu paternaliste du style oh ils sont mignons avec leur tradition ancestrale, tout ça, comme si c'était des sortes de humains, enfants qui ne se seraient pas développés. Parce qu'en fait les frères les sœurs honnêtes et autres, en fait il faut une certaine intelligence pour vivre dans ce genre d'environnement. Je vous rappelle que les fourmis font du karaté, qu'il y a des boas qui font des fois 10 mètres, que très vite tu peux te retrouver avec un guépard en train de te regarder. D'ailleurs, voilà, vu que je suis dans la digression, on va en refaire une deuxième. Interligare, ça vient du latin, merci Jamy, mais ça veut dire faire le lien, en gros. Prendre une information, la recevoir et s'adapter. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'en vrai, si on réfléchit bien, une plante, ce n'est que de l'intelligence en soi, si on suit l'étymologie, hein, parce que la seule chose que la plante fait, c'est de prendre des informations et de s'adapter. Mais globalement, c'est un peu ce que tout le vivant fait. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, une majorité des communautés avaient une structure sociale assez développée. Alors, on ne va pas faire de généralité, hein, parce que chaque structure était différente. Je vous en parlerai dans une vidéo sur les Chavanches. Mais globalement, une majorité des ethnies du Brésil avait une structure du territoire qu'on appelle le Brésil, avait une structure sociale complexe développée qui se construisait généralement avec des clans dans la communauté et comme chef un cacique. Cacique qui est l'autorité politique et spirituelle. Lorsque les Européens sont arrivés aux Amériques aux alentours des années 1500, les populations indigènes ont connu quelques petits bouleversements, hein, notamment colonisation, extermination, torture, viol, vol du territoire aussi, entre autres, hein, évangélisation aussi, hein, parce qu'il fallait ramener la vraie foi à ces païens. Le peuple du premier contact, c'est eux, c'est les Patachós. Et la légende raconte que quand les Portugais sont arrivés, ils étaient sur cette arme en train de manger tranquillement, ce qui fait qu'ils ont pu voir les Portugais arriver, ils ont pu prévenir les gens qui sont venus sur la plage et là il y a eu des échanges. Donc là c'est les fameuses histoires qu'on a presque tous entendu parler, genre je t'échange un miroir contre de l'or, enfin voilà. Le contact avec les Européens n'a pas fait que ramener des miroirs et des vêtements. Il a aussi ramené des maladies, l'esclavagisme, des exterminations, l'exploitation des terres, le vol des terres, etc., etc. On estime à 90% le nombre d'indigènes décédés dans le siècle qui suit la colonisation pour cause d'extermination pure et dure ou par cause de maladies, extrêmement beaucoup par cause de maladies parce qu'on n'avait pas les mêmes anticorps. Les indigènes se comptent par milliers, je pense qu'on n'est pas au-dessus des 100 000. Avant l'arrivée des colons, c'était plutôt en centaines de milliers, voire en millions. Hein. Oui, alors je sais ce que vous allez me dire. Oui, il y a un fort accord, dans le plan d'avant, tu avais un t-shirt orange. Oui, on fait ce qu'on peut. Hein. Pour bien comprendre la colonisation du Brésil, il faut se replacer dans le contexte un peu plus large de la découverte de l'Amérique et du partage du Nouveau Monde entre le Portugal et l'Espagne. En 1480, vas-y, tape plus fort ton verre. Ah putain, c'est vrai que j'existe dans la vidéo. En 1492, Christophe Colomb pensait avoir trouvé un nouveau chemin vers les Indes. En gros, il fait le tour du monde, paf, il arrive directement sur les Indes. Sauf que, géographiquement, c'est pas possible en fait, il y a un continent dedans. Donc, il arrive au Brésil.
Voilà. La découverte du Nouveau Monde va susciter très rapidement un intérêt chez les Européens. C'est le début des grandes explorations européennes et de la colonisation du Nouveau Monde. Une fois n'est pas coutume dans l'histoire, l'Église catholique a joué un rôle crucial, notamment le pape Alexandre VI, qui en 1493 fera la bulle pontificale Inter Caetera, qui va diviser le Nouveau Monde entre les deux principales thalassocraties de l'époque. Les thalassocraties, ce sont des puissances maritimes, qui sont l'Espagne et le Portugal. Selon ce partage connu comme le traité de Tordesillas, les terres situées à l'ouest d'une ligne longitudinale spécifique, à 370 lieues à l'ouest des îles du Cap-Vert, étaient réservées à l'Espagne, tandis que celles à l'est de cette ligne étaient attribuées au Portugal. Ce partage n'était pas sans controverse. D'une part à cause de la nationalité du pape de l'époque, qui laissait à penser qu'il privilégiait une nation plus que d'autres, mais d'autre part parce que la France et l'Angleterre n'étaient pas d'accord avec ce traité. Et oui, il n'y a pas que les nations ibériques qui aiment bien piller des ressources, avoir des esclaves et violer des gens. En 1500, le navigateur portugais Pedro Álvares Cabral dévie lui aussi de sa route vers les Indes à cause des courants maritimes et arrive sur le territoire qui sera appelé plus tard le Brésil. Cri-cri, Pedro, si ça vous dérange pas, la prochaine fois on bosse en navigation avant de prendre le bateau et on évite d'emmerder des populations indigènes. Hein? Bon, du coup, Cabral, il a revendiqué les terres et on a fait une colonie portugaise. Donc, je vous ai dit en début de vidéo que j'avais tourné à Porto Alegre parce que c'était un petit peu le début du Brésil. Donc, j'ai voulu vous montrer quelques images parce que Cabral, il est arrivé d'abord en 1500 dans l'état de Bahia, dans ce qui s'appelle maintenant Caraïbes, mais là, quand il est revenu en 1503 pour commencer la colonisation, il est arrivé dans la ville qui actuellement s'appelle Porto Seguro. Il est arrivé sur une colline, il s'est placé tout en haut d'une colline pour pouvoir bien voir de loin, d'où le nom Porto Seguro. Je vous laisse faire un petit peu de devinette. Et c'est de là qu'a commencé la colonisation du Brésil. Voilà, ça c'était pour l'arrivée des Portugais jusqu'au Brésil. On va refaire une autre vidéo sur qu'est-ce qui s'est passé un petit peu après. Paix, bonheur, santé. Des bisous.